Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais pourquoi j'ai lu ces dossiers classifiés du poste forestier abandonné? Je n'ai jamais rien publié de tel auparavant. Je ne suis pas du genre à partager des choses sur Internet. Mais je porte ce fardeau depuis près de 30 ans et je ne peux plus le supporter seul. En 1996, je travaillais comme entrepreneur dans le nord de l'Arizona. Des petits boulots. Des travaux de réparation sur des bâtiments situés dans des endroits où personne d'autre ne voulait aller. Des cabanes, des tours de guet, de vieux postes de garde forestiers au fin fond de l'arrière-pays. Bref, le genre de travail qui rapportait juste assez pour qu'on accepte la mission suivante. En octobre de cette année-là, j'ai reçu un appel d'un bureau du service des parcs. Ils avaient un poste de garde forestier qui avait besoin de réparations structurelles. Le toit avait été endommagé par une tempête hivernale quelques années auparavant. L'intérieur avait subi des dégâts des eaux. Un travail classique, m'ont-ils dit. 2 semaines, peut-être 3. Le poste se trouvait à environ 70 km de la route goudronnée la plus proche. Pas d'électricité, pas de ligne téléphonique, juste un chemin de terre traversant une forêt de pins et une région de canyons qui se transformait en boue s'il pleuvait. Ils m'ont dit que le poste était abandonné depuis la fin des années 70. Et c'est tout ce qu'ils m'ont dit. J'ai accepté le travail parce que j'avais besoin de cet argent. Le bâtiment était pire que ce qu'on m'avait décrit. La moitié du toit s'était effondré. Les fenêtres étaient condamnées par des planches depuis l'extérieur. À l'intérieur, les murs étaient noircis par la moisissure. Il y avait des nids de rats dans l'isolation. De l'eau s'écoulait du plafond depuis près de 20 ans. Dès que j'ai franchi le seuil, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas hanté, je ne crois pas à ça de toute façon. C'était juste pesant. Comme si l'air n'avait pas bougé depuis très longtemps. Comme si le bâtiment retenait son souffle. J'ai installé un lit de camp dans la seule pièce qui avait encore un toit solide et je me suis mis au travail. Le 3e jour, j'étais en train d'arracher des étagères pourries de ce qui avait autrefois été le bureau. Les étagères étaient encastrées dans le mur du fond, du sol au plafond, solidement vissées. En les dégageant, j'ai découvert une porte derrière elle. Pas un placard, non. Une vraie porte, étroite et encastrée dans le mur, comme si elle avait été construite en même temps que le lieu, puis dissimulée par la suite. Les gonds étaient rouillés et bloqués, et j'ai dû utiliser un pied de biche. Derrière la porte se trouvait une petite pièce, pas plus grande qu'un cellier, sans fenêtre, des murs en béton, ce qui était étrange car le reste du poste était à ossature en bois. Quelqu'un avait construit cette pièce différemment, exprès. Il y avait un bureau en métal poussé contre le mur du fond, une chaise avec un pied cassé aussi, et par terre, sous le bureau, une caisse en bois. La caisse était sobre, pas d'étiquette, pas de serrure, à peu près de la taille d'un tiroir de classeur, peut-être un peu plus large. Le bois était foncé avec l'âge, mais solide. La boîte était lourde quand je l'ai soulevée. Je l'ai posée sur le bureau et je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de chemises. Certaines étaient épaisses, d'autres fines, certaines maintenues par des trombones rouillés ou des élastiques qui se sont effrités quand je les ai touchées. Le papier, lui, était jauni mais lisible. Certains dossiers contenus dans les chemises étaient dactylographiés sur du papier à en-tête officielle du service des parcs. Rien d'étonnant. D'autres étaient manuscrits sur du papier de cahier. Quelques-uns n'étaient que des bouts de papier, des feuilles volantes pliées et glissées dans les dossiers, comme si quelqu'un les avait ajoutés plus tard. Le dossier le plus ancien que j'ai trouvé datait de 1931. Le plus récent, lui, datait de 1982.
Plus de 50 ans de rapports, tous conservés dans la même boîte, tous cachés dans la même pièce, tous transmis, je pense, d'un chef de garde forestier à l'autre, chacun enrichissant la collection sans qu'aucun d'entre eux n'en parle à qui que ce soit en dehors de la station. Et chaque dossier portait le même tampon sur la couverture. De l'encre rouge, des lettres majuscules. Ne pas classer. J'en ai lu peut-être 5 ou 6 cette première nuit, assis par terre dans cette petite pièce avec une lampe de travail branchée sur mon générateur, le vent soufflant contre les murs de la station à l'extérieur. 5 ou 6 dossiers, ça suffisait pour le moment. C'étaient des rapports d'incidents, mais pas du genre de ceux qui sont enregistrés dans le système. C'étaient ceux qui avaient été retirés, ceux dont quelqu'un avait décidé qu'ils ne devaient pas exister. Des disparitions pour la plupart, des randonneurs, des campeurs, des chasseurs, des familles même. Des gens qui s'étaient enfoncés dans l'arrière-pays et qui n'étaient pas revenus. Ou qui étaient revenus, mais dans un état second. À des kilomètres de l'endroit où ils auraient dû se trouver d'ailleurs. Ils étaient désorientés, blessés, incapables d'expliquer ce qui s'était passé ou où ils avaient été. Et les détails se répétaient sans cesse. Des camps retrouvés intacts, du matériel intact, pas volé même, et les bottes, toujours les bottes, abandonnées dans la tente ou à côté du sac de couchage, soigneusement rangées, comme si la personne les avait retirées, posées par terre, puis s'était enfoncée pieds nus dans l'obscurité. Pas une fois, pas 2 fois, mais au fil des décennies, plusieurs fois, dans différents parcs, différents gardes forestiers rédigeant des rapports à des années d'intervalle, et aucun d'entre eux ne sachant que les autres avaient fait la même chose. Mais quelqu'un savait. Quelqu'un avait rassemblé ces dossiers. Quelqu'un les a mis dans cette boîte, les a cachés derrière un mur et a tamponné chacun d'entre eux avec les mêmes mots. Ne pas classer. Je suis resté assis là, à lire, jusqu'à ce que mon générateur soit à court de carburant. Et quand la lumière s'est éteinte, je suis resté assis dans le couloir pendant un long moment. Le lendemain, j'ai chargé la boîte dans mon camion. Je me suis dit que je la remettrais à mon retour, que je la signalerais, que je laisserais quelqu'un d'autre s'en occuper. Mais il s'est passé quelque chose ce dernier matin que je n'ai jamais pu expliquer. Je me suis réveillé tôt, vers 5h30 peut-être. La lumière commençait tout juste à filtrer à travers les arbres. Je suis sorti prendre l'air avant de commencer à travailler. Et j'ai baissé les yeux vers le sol devant la porte du poste. La terre autour de la station était molle, meuble. Cela faisait des jours que je suivais mes propres traces de bottes, à l'aller comme au retour. Je savais à quoi ressemblaient mes empreintes. Celles-ci n'étaient pas les miennes. C'étaient des pieds nus. Des empreintes de pieds nus dans la terre, commençant à environ 3 mètres de la porte d'entrée. Elles ne venaient pas vers la station, elles s'éloignaient, vers la lisière de la forêt, au bord de la clairière. Je les ai suivies du regard. Elles traversaient la clairière en ligne droite et disparaissaient dans les autres. Il n'y avait aucune empreinte qui revenait. J'étais à 70 km de la route la plus proche. Je n'avais pas vu âme qui vive depuis 4 jours. Je suis resté là longtemps à regarder les empreintes, à essayer de trouver une explication. Un campeur de passage, quelqu'un d'une équipe d'entretien des sentiers dont je ne connaissais pas l'existence. Je finissais par me dire que c'était une empreinte d'un animal que j'avais mal interprété dans la lumière de l'aube. Mais non, ce n'étaient pas des empreintes d'animaux, et ce n'étaient pas mes propres empreintes. Et il n'y avait personne d'autre là-bas. J'ai terminé le travail en 2 jours supplémentaires. Je n'ai pas bien dormi ces 2 nuits-là. Et quand je suis reparti, la boîte était à l'arrière de mon camion. Je ne l'ai jamais remise à personne, je n'ai jamais dit à quoi que ce soit que je l'avais trouvée d'ailleurs. Cette boîte est dans mon garage,
depuis près de 30 ans. Mais j'ai lu les dossiers, tous, un par un, et les schémas sont pires que je le pensais. Les mêmes choses ne cessent de se reproduire. Les mêmes détails apparaissent dans des rapports rédigés à des décennies d'intervalle par des personnes qui ne sont jamais rentrées. Les bottes, les distances, rien n'a de sens. Les grottes dont personne ne veut parler, les gens qui ont essayé de signaler ce qu'ils avaient vu et qui ont été discrètement écartés. Il y a tant de choses bizarres. Et des gens continuent de disparaître chaque année de la même manière, dans le même genre d'endroit. Et personne ne fait le lien, car les rapports de ceux qui l'ont fait ont été censurés et enterrés. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'ai besoin que quelqu'un me dise que je ne suis pas fou. Peut-être que le fait d'avoir cette boîte depuis 30 ans est quelque chose devenu trop lourd à supporter. Si quelqu'un a déjà entendu parler d'un cas similaire, notamment en ce qui concerne les bottes, j'aimerais le savoir. J'ai besoin de savoir si cela se produit encore. Moi, en tout cas, j'ai commencé à m'enregistrer en train de lire ces dossiers. Si cela intéresse quelqu'un, je les partagerai. Je le dois bien aux personnes dont il est question dans ces dossiers.